Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Alors, Mickaël. on va attaquer sur trois sujets. Je vous donne tout de suite l'ordre du jour. Ça fait très, très réunion. Trois points qui sont importants. La rencontre de l'offre et de la demande dans un contexte. Alors, j'essaie de les emmêler les trois en même temps. Donc, la confrontation de l'offre et de la demande dans un contexte, comme vous le savez, de baisse significative des offres sur SAP, hein, que ce soit dans les ESN ou les clients finaux, et la nécessaire conversion des consultants old school ECC avec la prise en compte de l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit celle de Joule ou tout simplement de la bonne utilisation de ChatGPT ou de Gemini AI ou consort, hein, dans son quotidien. Moi, je pourrais évoquer un peu plus tard mon quotidien. Maintenant, dans 100% des développements ABAP que je fais, je passe mon code ABAP dans l'IA pour voir si mon code est optimisé, s'il a des options particulières. Et franchement, alors, je ne vais pas dire que c'est bluffant, mais sur des choses basiques, il propose quand même surtout sur le nouveau code, hein, surtout pour les vieux comme moi qui ont codé depuis 25 ans, d'une certaine façon. Mhm. C'est un réel gain de temps. C'est surtout ça, un gain de temps. Donc le premier sujet, Alexandre tu vas pouvoir donner tout simplement ta vision des choses, on l'a évoqué en préambule. C'est aujourd'hui, typiquement, pendant le cas de figure, hein, KPC qui recherche 4 profils. On Mhm. embauche tout de suite. Un peu ce que tout le monde recherche, hein, pas les moutons à 5 pattes, un senior FICO, un senior MMSD, un senior team lead, et la même chose en confirmé sur ces trois, enfin sur ces quatre gros pavés, hein, qui sont souvent sous le nom SDMM et avec une communauté de 65 000 personnes. Bah, les réponses sont faméliques, voire aucune. Alors que Mhm. je pense que tous les consultants se sentent bien chez eux. Bah, si on veut faire la météo du marché aujourd'hui, là, dans la continuité du talk qu'on avait fait le mois dernier, on a une continuité d'une baisse du nombre d'annonces SAP. Et il y en a deux catégories. La première, ce sont celles des intégrateurs et des cabinets conseils, soit spécialisés 100% sur SAP, soit qui ont des BU SAP, les Big Four et compagnie pour ça. Leurs annonces sont toujours visibles parce qu'ils ont des capacités à tapisser le web, effectivement, et d'avoir ça. Et donc, c'est en continu. Si on extrait si on extrait ces annonces-là, restent les clients finaux et on a une baisse continue, continue, continue. Maintenant, cette baisse, elle est pour deux raisons. Un, il y a moins en volume, c'est sûr. Et une autre partie, c'est que ces annonces, enfin, ces clients finaux retirent leurs annonces ou ne les renouvellent pas. Parce que, nous recruteurs, on les contacte, 10 fois par jour pour essayer de récupérer, la recherche. Ça les embête et donc ils les retirent. Une fois qu'ils ont confié un recruteur, où est-ce qu'ils ont suffisamment de candidatures, ou ils font par eux-mêmes. Donc finalement, il n'y a pas une trop grosse baisse des recrutements en interne. C'est juste que c'est moins visible. Donc nous, ce qu'on encourage, c'est de parler soit à nous, soit à mes confrères, recruteurs et d'aller discuter, là-dessus. La deuxième, pour répondre à ton besoin, effectivement, on est dans la configuration, de fin 2008 de la crise de Lehman Brothers. Il y a une grosse, grosse similitude, c'est-à-dire, que les consultants SAP, n'ont pas envie de quitter leur poste actuel. Donc on peut les solliciter, on peut, argumenter. Il y a une sorte de frousse, on peut dire ça, à quitter son poste, à reprendre une période d'essai. Avec le risque que ça n'aboutisse pas. Les taux de rupture de période d'essai ont augmenté en France, on le sait. Nous, recruteurs, on discute entre nous. Elles sont relativement faibles, voire très faibles dans l'écosystème SAP. On parle de 5 à 6 alors qu'elles le sont de 20 actuellement pour les cadres, en France. Donc ça, c'est un des éléments. Le deuxième, c'est,
Ils savent ce qu'ils ont, des conditions de travail avec, des projets, un employeur, une paye, un bonus, participation, intéressement, une visibilité sur leurs déplacements et puis des projets qui peut-être sont pas, extraordinaires, mais sans savoir sur quoi ils vont se projeter, poser leur démission, partir en mission, prendre le risque. Bah, non, il y a pas une appétence au risque qui est au rendez-vous, aujourd'hui. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous on incite à faire? Bah, c'est discuter avec toi Michael, discuter avec nous sur savoir est-ce que ça vaut le coup, pas le coup aujourd'hui pour ça. Et nous on a une question qu'on pose au cabinet quasi systématiquement, à nos candidats, c'est, «Qu'est-ce qui vous manque dans votre poste actuel que vous souhaiteriez avoir dans le prochain? Et pour ça, qu'est-ce que vous seriez prêt à perdre?» En partant effectivement de ce postulat, oui, 8 fois sur 10, ça vaut pas le coup de partir. Il y a pas mieux à l'instant T aujourd'hui par rapport aux conditions. Les rémunérations ont été augmentées, faire des gaps de ces dernières années, on atteint Mmh. une sorte de plafond. Partir pour, gagner plus, c'est probablement ne pas réussir le processus. Gagner plus, hein, je dirais ou autre, on parle pas de 5 K, hein, on parle des personnes qui veulent 10 ou 20 K de plus par rapport à leur salaire actuel. C'est fermer la porte, au processus, sauf quelques exceptions où il y a des corrections qui sont à faire. Donc ça, c'est pas la bonne chose. Maintenant, effectivement, il faut identifier ce qu'il y a en plus. Mais c'est effectivement, on est confronté à ça, nos confrères sont confrontés à ça, tu l'es aussi. Probablement que la clé se trouvera dans l'appétence à aller sur des nouveaux projets et de réussir à partir de ça. Le deuxième, c'est qu'il y a quand même une tension qui commence à exister sur les pôles de TMA, sur les pôles de projets, sur des projets qui sont en interne, qui n'aboutissent pas, enfin qui ne démarrent pas sur les projets S4HANA ou autres là-dessus. Ou alors des tensions effectivement avec le management, des conditions de travail qui ne sont pas idéales, des clients finaux qui, commencent à restreindre de plus en plus le nombre de jours de télétravail, qui va débloquer effectivement la situation et de se dire: «Bah, je vais quitter ce que j'ai pour avoir mieux ailleurs». Mais probablement que ça va se passer sur septembre-octobre où il y aura plus de visibilité pour ça. À ça se rajoute effectivement une sorte d'inquiétude, socio-économique qu'il y a en France qui peut se comprendre, mais qui franchement, si vous regardez, le dernier challenge, effectivement les 500 plus grosses fortunes de France que j'ai consulté, hier, vous avez 80 des entreprises, où il y a les 500 plus grosses fortunes de France qui sont équipées de SAP. Donc ce sont des entreprises qui sont toutes en croissance, qui fonctionnent très bien. Dans le magazine, il y a quasi il y a presque, la moitié des clients SAP de France qui sont dedans, quoi. Clients finaux et sont une société qui fonctionne bien. Il y a une économie qui est assez extraordinaire, dessus et de la croissance. Donc c'est contre-intuitif, mais ça peut se comprendre, hein. Après tu peux me dire Oui, ton oui. avis, mais Ouais, mais je pense qu'après, là, on touche quelque chose qui est plutôt de l'humain. On serait tous équipés d'une intelligence artificielle, on prendrait la rationalité. Et dans ce cas-là, on se dit, bah, de toute façon, la meilleure façon de pouvoir progresser dans la vie, c'est de bouger. Alors, non pas de bouger tous les ans, hein, parce que je pense que là, dans ce cas-là, sur ton CV, c'est pas forcément un signe positif que tu donnes à ton employeur. Mais je pense que l'expertise, on l'obtient parce que on sort de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de sortir de sa zone de confort? Bah, c'est de se dire, non pas que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est de se dire, bon, le remettre en question au travers d'une période d'essai, au travers d'un nouveau challenge, d'un nouveau projet, d'être confronté peut-être de passer comme tu l'as dit, d'un Big Four à une entreprise plutôt intermédiaire où on va être, je vais dire, au four et au moulin. Je ne dis pas qu'un directeur chez KPC va avoir la même chose à faire d'un cap chez un KPC. Par exemple, tous les directeurs chez KPC sont opérationnels et les chefs de projet ont plus de responsabilités. Les consultants aussi vont pas être monomodules, mais être multimodules. Donc, il y a des opportunités qui sont là. Donc, encore une fois, j'allais dire, oui, la peur n'évite pas le danger. C'est cet adage. Hein. Si une entreprise, de toute façon, on l'a dit, dans une période économique, veut te licencier, c'est pas le fait que tu sois dans ton entreprise depuis 10 ans qui changera quelque chose. Donc voilà, il faut arrêter de penser que le CDI, que dans son entreprise, on est safe et qu'importe la situation économique, les ESN peuvent aussi licencier et faut pas hésiter, enfin j'allais dire pas hésiter à regarder les opportunités. Et vous avez, tu l'as dit, hein, discuter avec les consultants. On a un écosystème qui est quand même, il y a à peu près 18 000 consultants qui travaillent autour mmh, de SAP.
Il y en a forcément un sur LinkedIn qui sera disponible pour vous parler de l'entreprise dans laquelle il est, comment est l'environnement managérial. Après, Mmh, oui, on partira jamais pour gagner déjà moins ou pour juste gagner mmh, quelques euros de plus. Donc c'est vrai que la première motivation, c'est l'argent et c'est normal. mmh. C'est l'argent certes, mais nous, si on regarde les 10 derniers recrutements qu'on a fait, ils se sont quasiment faits à ISO, salaire, après il faut voir ce qu'entre le fixe, bonus, participation, intéressement, mais grosso modo, ils ont gagné plus, mais il n'y a pas eu des écarts qui sont étonnants. Par contre, il y a eu des vrais coups de cœur professionnels entre les candidats et les N+1, N+2 du poste et les équipes. Alors c'était la majorité effectivement pour des postes qui sont en interne, mais il y avait autre chose, il y avait une autre histoire, il y avait un autre cycle projet qui était en cours. Certains ont abandonné les jours de télétravail pour effectivement y gagner en confort, je dirais, de quiétude pour travailler avec un environnement qui était, moins stressant ou plus engageant, ou plus intéressant. Mais au-delà des annonces que l'on peut voir qui sont souvent standardisées, il y a quelques infos derrière. Michael, tu as raison, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière. Il y a une sorte de feeling qui se passe avec eux ou pas. Ça, il y a que les entretiens qui permettent de le savoir. Il faut passer un, 2, 3 entretiens et se dire: «J'y vais» ou «J'y vais pas». D'identifier, comment ça si c'est dans la continuité de la carrière, ça permet de la faire pivoter, derrière, de regarder est-ce qu'on est sur une nouvelle technologie qui sont dessus. Les budgets formation d'entreprise, ils sont toujours là. Passer les certifications, c'est jamais un problème pour les grands comptes, même si c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est toujours bon à prendre pour récupérer. Mais il y a des beaux projets dans les cabinets conseils et on le sait parce qu'effectivement on est sollicité pour recruter. Oui, il y a une part belle aux seniors. Alors seniors, 6 à 7 ans d'expérience minimum. Ceux-là effectivement, ils ont un boulevard, devant eux. S/4HANA ou EC6, même S/4HANA n'est toujours c'est un peu on peut passer de EC6 à S/4HANA, sur les projets, on encourage, à le faire. Mais aujourd'hui ça se joue, sur les entretiens, sur la rencontre avec les personnes, il faut dépasser le cadre de l'annonce, discuter. Ce qui est écrit est pas gravé dans le marbre, il y a des ajustements qui peuvent se faire. Les annonces, elles sont pas à géométrie variable, hein, donc il y a tout un dialogue qui est à faire. Ça prend du temps, ça c'est d'entretien par Teams, parfois il faut se déplacer et parfois se déplacer est nécessaire pour entrer pour voir à quoi ressemble l'entreprise et dans quel environnement les personnes vont travailler. Mais le nombre de projets qui vont démarrer est assez important et il va y avoir une tension effectivement, là-dessus pour les démarrer aussi bien en interne que dans le monde du conseil. Et c'est l'absence de disponibilité de nouvelles ressources pour démarrer ces projets est un des éléments qui font que les DSI ou le responsable de centre de compétences ajournent ou mettent en stand-by les projets Ouais. aujourd'hui. En fait, la coïncidence du temps, elle peut être presque s'expliquer. Tu dis, bon, la fin de vie de CC 2027-2030. Mmh. Donc tu te dis aujourd'hui, limite, les entreprises se disent, bon, bah, on attend 2027, on est en 2025, on verra en 2027 si on enchaîne. Après, si tout le monde démarre en 2027, on va avoir le souci, c'est est-ce qu'on aura tous les consultants qui seront opérationnels sur la méthode Activate, sur le fit to standard, Non. ou certains consultants vont appliquer encore ce qu'on appelle les méthodes en V ou ce qu'ils faisaient sur de l'ECC, et c'est ce qu'il y a de pire pour faire un projet, quel qu'il soit, comme on dit, la couleur, que ce soit du brown, que ce soit du blue ou que ce soit du green. Et je trouve ça bien dommage. C'est Et, le cas. Maintenant cette anticipation, cette sorte de GPEC des compétences, elle n'existe pas vraiment, dans les pôles SAP. Ça se fait souvent un peu, contraint, à l'arrache. La prévisibilité, il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire et de faire des mobilités internes ou de prévoir. Quelques entreprises savent le faire et recrutent, en nous disant: «Bah, voilà, il va y avoir un projet S/4HANA, c'est dans 2 ans». Mais on recrute maintenant. Pour ça, il faut le préparer, ça prendra du temps, derrière. Il faut que les candidats soient prévenus que c'est pas tout de suite, que peut même ils sont sur des projets ECC6, ils vont repartir sur ECC. Non, les projets S/4HANA, ils vont partir sur ECC et ça va démarrer, plus tard. Ça se vend aussi, hein, parce qu'effectivement derrière il y a des projets et puis la France effectivement est en train de modifier les processus industriels qui sont derrière. C'est ta partie, c'est ta spécialité, là-dessus. Il y a des vrais enjeux de business et là, on a des clients qui nous disent: «Mais on va mettre les moyens. C'est pas une question de budget».
Il nous faut ces ressources, il faut qu'elles sont là. Et le deuxième parti pris, enfin pas le parti pris qui arrive, c'est qu'il faut des ressources en interne pour piloter les intégrateurs. Et ce savoir-faire-là, il a été perdu. C'est une danse à deux entre l'intégrateur et effectivement les centres de compétences et les directions ici SAP des entreprises. Donc il y a des opportunités de directeur de projet, aussi bien dans le cabinet conseil et aussi bien en interne. Après, sous quel format? Ça peut être en CDI comme en freelance pour ça. Maintenant, il y a un paramètre, c'est la disponibilité physique, à quel endroit, le remote, si tant est qu'il y en ait, et d'aller se déplacer sur les différents sites. Il va y avoir des roll-outs et donc la contrainte, du télétravail, d'avoir 2 jours, 3 jours garantis, toute l'année, elle ne marchera pas. Ça marchera pas, c'est pas possible pour ça. Alors, rester dans une zone de confort, on peut comprendre, on pratique aussi, le télétravail, mais il y a une vraie attente, d'aller, quand on est en cabinet conseil, chez les clients, en face à face, 1-2 jours par semaine, aussi bien en région parisienne qu'en province. Partir à l'étranger une semaine quand c'est la zone Europe, partir quand c'est 15 jours, quand c'est la zone hors Europe. Aujourd'hui, qui sont partants? Il y a une vraie Nous, on voit des consultants plus juniors qui se disent: «Mais moi, je pars», mais ils sont pas retenus parce qu'ils ont pas assez d'expérience, donc ça coince à ce niveau-là, il faut le reconnaître. Ceux qui ont 7-8 ans, à 15 ans, bah, ils sont moins motivés. Malgré tout, il y a, encore des personnes qui sont prêts à le faire. Certaines passent freelance parce qu'effectivement, c'est plus rémunérateur. Ça se grippe dans l'équation, mais je suis assez confiant parce qu'effectivement, la qualité des projets, de ce qui sera proposé, va faire la différence. Après, c'est une question d'offre et demande, c'est un marché non régulé, donc effectivement, les entreprises vont payer plus pour ça. Mais ça, c'est une histoire qui arrivera peut-être vers la fin de l'année où certains cabinets conseils ou clients finaux vont lâcher du lest sur les rémunérations. Ils vont acheter à la hausse ces candidats ou ces consultants en fait. Mais là, c'est pas le cas actuellement. Non, c'est la tendance qui sert. Bon, après, on a déjà des salaires assez élevés sur Mm. SAP. Hein. Quand tu compares par rapport à d'autres écosystèmes, je pense que la rémunération est déjà quand même 10 à 20% supérieure. Par exemple, si on prend peut-être même plus, hein, si je prends un consultant Cegid, si je prends un consultant Oracle Application Mm. ou un Sage. Donc, mais encore une fois, je pense qu'on est toujours confronté à la problématique de l'offre et de la demande sur un marché qui va encore se tendre, mais plutôt dans l'autre sens quand tout va redémarrer, avec des consultants, est-ce qu'ils seront tous, encore une fois, assez nombreux pour le nombre de projets qu'il va y avoir sur toutes les entreprises, qui sont encore en grande majorité sur le CC. Basculer tout le monde en 2027-2030 avec les ressources qu'on a, ce n'est pas possible. C'est pas possible et les DSI d'entreprises utilisatrices en ont conscience de ça. Ils le savent pour ça. Ils savent que les intégrateurs pourront pas délivrer sur l'année 2026 et 2027. Ils ont déjà les plans B dans leur tiroir, c'est-à-dire le nearshore et l'offshore pour le faire. Ce nearshore et l'offshore, il avait pas la cote ces dernières années. Ces dernières années, c'était pas quelque chose qu'on entendait ou autre là-dessus. Heu On remonte 10 ans par avant, les Infosys, les Tata Consulting, les Cognizant et compagnie, effectivement, étaient à la mode et effectivement captaient des projets, pour ça. Aujourd'hui, ils sont en embuscade, ils attendent, ils savent très bien qu'effectivement qu'ils ramasseront la mise, d'ici 2026-2027, faute de ressources, disponibles. Maintenant, ça s'adresse à certaines typologies de clients qui savent les driver, qui savent les piloter et qui connaissent les plus et les moins de rentrer, là-dessus. On a le cas aussi effectivement, peut-être pas dans ton cas pour KPC ou d'autres, de sociétés, d'intégrateurs, franco-français on va dire, qui ont des bases, sociales en France, qui commencent à monter des centres de services en nearshore, en Asie, à Alors, Maurice ou autre, là-dessus, pour pallier à ça et qui anticipent effectivement cette pénurie de compétences pour ça et qui vont faire un mécano qui sera effectivement, des personnes en face à face, sur place et puis on multiplie par 2, 3 ou 4 les effectifs en nearshore ou en offshore. alors, peut-être que tu ne savais pas, on a du NIR et du offshore. On a une équipe qui est aux Philippines Mmh. et on a une équipe aussi à Madagascar Mmh. et une équipe qui est à Montréal. Bon, c'est pas encore de pro international, mais voilà. Donc non, les Philippines, c'est des full English technico-fonctionnels. Mmh. Madagascar, aussi plutôt des gens techniques.
Donc oui, on doit le prendre en compte, hein, quelle que soit la taille de l'ESN, hein, aujourd'hui, tu gères pas la pénurie en termes de pays, tu la gères en termes de monde. Donc, tu regardes en premier ton fuseau horaire, hein, tu dis, bon, l'idéal, c'est Maroc, Tunisie, Algérie. Tu as aussi des consultants qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Après, c'est vrai que oui, Madagascar et l'île Maurice disposent d'une Mmh, vraie compétence technique. Donc, ils parlent le français, mmh, même fuseau. Donc, c'est comme tout, hein. Moi, tu l'as dit, un DSI, lui, il va être pragmatique. Il dit, moi, il faut que je passe absolument. Donc, si tu n'es pas capable de me servir des consultants en France, je vais faire appel aux ressources. Après, c'est de se dire qui va driver tout ça. C'est comme mmh. tout. Des entreprises, des fois, font des appels à des cabinets. Je ne critique pas, hein, mais une personne qui doit driver du SAP et qui ne connaît rien SAP, j'ai des doutes. Alors, on a toujours dit, bon, non, mais c'est pas un problème. Honnêtement, moi, j'émets de gros doutes sur de l'AMOA et de l'AME, sur des personnes qui n'ont jamais touché de leur vie à du SAP, qui doivent driver des consultants SAP. C'est là que vont réapparaître les annonces de Service Delivery Manager. Ce terme qui effectivement était un peu à la mode, il y a une dizaine d'années et va recommencer soit chez les intégrateurs, donc ce sont d'anciens, managers SAP ou consultants seniors qui vont prendre ce rôle-là de lead, de faire l'interface effectivement avec les clients, locaux, et les centres nearshore et offshore et qui vont monitorer effectivement la qualité, des flux, pas au sens SAP, mais des flux, de business entre les 2. Et ça sera la même chose effectivement en interne où il y aura besoin de directeurs de projet ou de delivery manager interne pour justement pouvoir piloter, ça. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des personnes qui ont une dizaine d'années d'expérience, qui ont fait plusieurs projets, qui ont fait de l'interne, qui ont fait de l'externe, enfin qui ont fait du conseil, qui savent comment, il faut pas trop pousser effectivement les intégrateurs et leur tordre de bras, ce qu'on ni plus ni moins, qui savent les accompagner aussi, qui connaissent leurs contraintes et qui effectivement vont faire la courroie de distribution entre les 2. On commence à les voir apparaître et ceux-là effectivement, vous allez avoir des annonces qui vont fleurir. Souvent, ils n'ont pas de candidats parce que ça parle pas. SAP Delivery Manager, certains ça leur parle pas du tout. C'est presque un pas un nouveau métier, mais une composante différente de manière de travailler, différentes. C'est des postes sous pression, parce qu'il y a des gros enjeux de PNL effectivement du côté des intégrateurs, de marge, hein, ni plus ni moins. Et puis du côté d'engagement de qualité, ça demande des compétences contractuelles, juridiques, effectivement, parce qu'il faut bien analyser dessus. Il faut les modéliser effectivement dans les flux pour ça. Mais c'est une des clés, du succès ou peut-être des échecs qu'il va y avoir sur les prochains projets. Ce sont ces personnages clés qui feront la courroie de distribution entre les 2. Maintenant, il faudra des connaissances soit supply chain, soit finance, soit des choses transverses et puis à ça, c'est pas terminé, c'est qu'il faut rajouter les problématiques techniques, BTP et compagnie, qui pour certains sont Mhm. des grosses inconnues, là-dessus et là, il y a des gros trous dans la raquette en termes de sensibilisation, de formation. Beaucoup vont naviguer à vue, là-dessus et savent pas sur quoi ils vont s'emmancher, oui. Mmh. D'accord. Euh, Tu l'as dit, de toute façon, moi maintenant je fais assez régulièrement une sorte de carte routière sur les jobs les plus qu'on retrouve le plus. Et c'est vrai que ce que tu as évoqué, le delivery manager, honnêtement, j'en vois aucun. Enfin, pour le moment, je regarde mes sources, je regarde sur la PEC, je regarde sur Indeed, j'en vois pas. On retrouve toujours les postes, les intitulés de l'ancien monde. Mmh. Euh, on n'a toujours pas d'intitulé renouvelé, on est toujours sur des, j'allais pas dire des annonces stéréotypées ou calibrées d'une certaine façon, où ça donne pas envie. Honnêtement, moi, ça me fait pas rêver. Une annonce, ça doit aussi être un petit peu, alors pour reprendre un terme qu'on aime bien, hein, disruptive. Non, on reste sur quelque chose de très policé. Mmh. Ça aussi, je pense que c'est comme tout, hein. On veut donner envie aux gens de faire du SAP, mais si on a toujours l'image d'un SAP du vieux Panzer, c'est vrai qu'on va dire, bah ouais, c'est efficace, mais c'est moche, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à déboussiérer pour à la fois inciter peut-être les gens à aller faire un petit tour sur la PEC ou sur les sites de recrutement, ou de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va changer dans les métiers de demain? Donc, ou quels sont plutôt pour les gens qui sont qui n'ont pas envie d'être consultants, c'est-à-dire qu'il y a Mmh. peut-être d'autres métiers que le pur consultant SAP et le delivery manager ou des team leads sur des plateaux TMA, sachant que là, on va le voir, hein, on va l'évoquer.
la TMA va aussi évoluer. Si on a une forte intégration de l'intelligence artificielle, le pur consultant TMA niveau 1, niveau 2, pour moi, il va tendre à disparaître. Comme le, le, l'abapeur basique qu'on a en Inde, bah ça, c'est Joule qui va prendre le relais. Il faudra des gens qui sont plutôt, je passe dans la moulinette de Joule le code ABAP, il me restitue quelque chose, je suis capable de dire, ah non, ça c'est pas bon, ça va pas marcher, hop, je l'implémente. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision-là du consultant. Quelle est la photo type du consultant dans les 5 prochaines années? Et je pense que beaucoup de consultants n'ont pas intégré ça. Alors tout le monde se dit, bah non, c'est pas tout de suite. De toute façon, Joule, je le vois même pas parce que de toute façon, les clients, ils sont toujours sur du on-prem. Ouais, mais c'est pas que quand tout le monde sera sur le cloud, c'est-à-dire, ah ouais, ça fonctionne comment, Joule? Comment je le vends à un client final de se dire, ouais, mais c'est bien gentil, c'est du machine learning, c'est une vraie intelligence artificielle, je suis à pro, je suis au customer service, je suis un DSI, qu'est-ce que va m'apporter Joule dans le concret de quelque chose fait moi et demain, typiquement, dans les avant-ventes, faire des avant-ventes avec une démo, avec de l'IA en temps réel. Ça, voilà. Ça, on ne le voit pas dans les annonces, tu vois, c'est typiquement, on n'a pas cette approche-là, encore une fois, dans je cherche un consultant SDMM, bah, je reprends limite les annonces que j'avais fait il y a 10 ans, et je retrouve la même chose. Non, il n'y a pas de différence. Les annonces ont un point faible, c'est que si un consultant qui a 5-6 ans d'expérience, postule, il va commencer le processus. On va lui poser la question: «Pourquoi vous voulez postuler chez nous?» au-dessus. Mais avant de postuler, la majorité des candidats se posent des questions: «Mais j'y vais ou j'y vais pas?» J'ai pas toutes les infos et donc il faut s'autoriser, à prendre contact soit sur LinkedIn, sur la personne qui est à côté de l'annonce. Voilà, pour ça, c'est le recruteur et dire: «Cette annonce pourrait m'intéresser, mais j'aimerais en savoir plus d'abord». Voilà, je suis pas dans une démarche, je postule pour avoir le poste, à tout prix. Mais dans l'annonce, il y a des choses qui m'interrogent. Est-ce qu'il y aurait ça, ça ou ça? Ou j'aimerais en savoir plus sur tel point pour ça, parce que potentiellement ça pourrait m'intéresser. Et là, c'est une démarche qui serait différente. Le recruteur va recevoir, la demande de mise en relation ou le message, directement. Soit il a réponse, il vous répond, soit il échange avec vous au téléphone ou en visio et c'est pas vraiment un entretien de recrutement. C'est un dialogue sur ce qui manquerait dans le poste. Soit il ou elle passera le relais effectivement au N+1 ou N+2 du poste et puis effectivement il aura le retour, derrière. C'est une démarche un peu de pré-postulation, on va dire et on sait que certains candidats s'autorisent pas à le faire. Ils voient l'annonce, bah, il y a une annonce chez untel, ça a l'air super intéressant, mais moi, franchement, mes 3 jours de télétravail, j'y tiens, quoi. Donc c'est pas écrit, s'ils y sont pas, je postule pas, quoi, pour ça. Donc il faut s'autoriser à écrire, au responsable qui est derrière, «Ce poste m'intéresserait, mais est-ce qu'il y a 3 jours?» Ça, c'est un exemple. Ou alors, il n'est pas évoqué la mobilité ou dire tout simplement: «Ce poste pourrait m'intéresser, mais sachez que je gagne 75 000 € aujourd'hui en fixe. Est-ce que je suis dans la fourchette?» Pour ça, on a gagné du temps, il y a un premier dialogue qui se fait et on creuse au-delà de l'annonce qui effectivement est souvent, stéréotypée, assez basique, hem et qu'il y a autre chose, derrière pour ça. Mais tout ne peut pas être explicite sur l'annonce non plus. C'est ça le truc, on peut pas tout raconter, derrière. C'est un exercice et donc moi j'incite à soit à nous contacter pour discuter, d'un poste, mais de manière informelle, soit contacter, heu, les personnes qui sont en charge du poste pour les clients finaux ou pour les ESN en disant: «Bah, voilà, je pourrais potentiellement être intéressé, j'aimerais en discuter». Mais c'est pas une démarche, «Ce poste, je le veux à tout prix et je vais vous dire pourquoi». Après, je ne sais pas si tu vas partager, moi j'ai eu l'occasion de discuter, je ne citerai pas les noms des entreprises, hein, parce que je ne cherche pas à vilipender qui que ce soit, les annonces fake. C'est-à-dire que Mmh. pour attirer, pour dire voilà, on recrute tout le temps, mais quand tu creuses derrière, en fait, il n'y a rien. Donc je trouve ça toujours dommage hein, de faire de l'entretien avec une RH qui te dose quels sont les 3 points qui vous rendent fiers, quels sont les projets qui vous rendent fiers. D'accord, ok, bon, bah, non, je sais pas. Voilà, tu vois, je pense qu'on a toujours cette notion d'envie. Pour moi, c'est super important. On essaie toujours de dire, bah, le métier, il est quand même super enrichissant. Il y a de la mobilité, il y a de la flexibilité. On va chez différents clients. Si c'est à la fin pour être rabâché sur ce qui n'est pas fun, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous rend fier dans votre métier de consultant?
Mmh. Et à la fin, quand tu creuses, on te dit: «Ah non, mais là, actuellement, c'est sur projet, donc je constitue une base». Ouais, mais tu dis: «Non, non, je pense que tu prends un consultant senior, il va pas s'il doit faire à chaque fois, 3 entretiens par semaine, ça va le saouler parce que si derrière il y a rien, moi ça me démotive, enfin, j'allais pas dire ça me démotive pour dire: «Bah, ça sert à rien de postuler» parce que derrière, est-ce qu'il y a un vrai poste? Tu évoques des postes en interne ou dans le conseil ou dans le conseil? Non, que dans le conseil. Conseil? Non, je pense que Hem, une entreprise finale, je pense pas qu'elle joue à ça. Enfin, je sais pas, si je prends, une entreprise, alors peut-être pas forcément grosse celle du CAC 40, mmh. des entreprises qui sont peut-être juste en dessous, quel est l'intérêt pour un RH de dire on a une offre, hormis peut-être la notoriété, mais c'est dommage de se dire bah, ça me coûte moins cher d'aller faire des posts sur LinkedIn en disant qu'on recrute ou de mettre des offres que d'aller chercher un cabinet de recrutement pour dire qu'on recrute. C'est mentir, Je c'est pas beau. je sais je suis d'accord. Après parfois nous on a des interrogations, il y a des postes qui sont là toute l'année, hein, et depuis 2 ans, hein. Ils ont pas bougé, hein, pour ça chez les clients finaux. On sait pas pourquoi. Bon, mais bon, mais ça c'est vraiment, epsilonnesque. Après dans le monde du conseil, oui, oui, parce que c'est de la notoriété, c'est de la visibilité, ça sert aussi effectivement à se faire connaître de clients, hein, pour ça, c'est un outil marketing. Mais il y a une question de timing. Le poste qui est ouvert, peut-être à l'instant T correspond à un vrai besoin parce qu'il y a un projet dessus et ils recrutent, ils envoient en mission. Et puis aussi à ce moment-là, il y a pas de mission et effectivement, ce sont des entretiens qui non pas ne servent à rien, mais servent à alimenter un pipe de candidats au cas où, pour ça. Ça c'est pour les ESN. Pour les brokers, enfin pour les brokers, pour les freelances ou pour les cabinets de recrutement, classiques, comme nous, on a quelques détecteurs de fake avec des outils qu'on utilise ou autre dessus. On se dit: «Bon ça c'est un attrape candidat, derrière». Ça peut représenter, oui, 10 des annonces qui sont là. Parce qu'il y a une pratique qui est délétère que nous on fait pas, c'est prendre effectivement, publier une annonce, récupérer le candidat, le qualifier, pas toujours dire pour qui on recrute et pousser le CV chez un client, sur lequel on a pas un client, un prospect, chez lequel effectivement on a vu une annonce en disant: «Bah, voilà mon candidat il est bien» ou autre, derrière. C'est pour ça que le conseil que j'aurais à donner, si vous parlez à un recruteur, il doit vous dire qui est le client qui est derrière. Pour qui, pour quelles conditions ou autres là-dessus. Si vous sentez qu'il a pas beaucoup d'informations derrière, méfiez-vous, il va pousser votre CV pour ouvrir la porte, avec. Posez-lui la question directement et perdez pas votre temps, passez au suivant pour ça. Tous ne le font pas. L'écosystème SAP est plutôt safe, là-dessus. Il y a pas trop de trucs parce que tout le monde se connaît, tout le monde sait qui fait quoi, comment ou autre là-dessus. On se connaît tous, dans l'écosystème. On retrouve toujours les mêmes têtes à un moment ou à un autre et puis, des directeurs, des managers de SN, ils passent de A à B, C et puis en interne ou autre là-dessus, donc on recroise, les infos. Et puis des cabinets de recrutement qui sont spécialisés, sur SAP, qui connaissent bien l'écosystème et qui opèrent sur la France ou depuis l'Angleterre ou d'autres pays, il y en a une quinzaine qui sont performants, là-dessus. Après il y a des généralistes, il ne faut pas passer à côté. Voilà, sur lesquels effectivement ils ont des annonces qui sont en ligne. Moi j'ai pas je suis un peu agnostique par rapport à ça, il faut passer des entretiens. C'est vrai qu'effectivement il faut discuter, se faire un avis, s'ouvrir un tableau Excel, voilà et puis effectivement lister pourquoi, mettre des dates ou autres dessus, relancer si besoin et se faire une idée de son marché par rapport à ses propres compétences et appétences et envies ou autres, derrière. Parce qu'on parle de généralité, mais il y a des opportunités qui sont cachées. Le marché caché va de plus en plus important et pour accéder à ce marché caché, il faut passer par les intermédiaires. C'est-à-dire, les ESN sont des intermédiaires, les agents, les brokers de freelance sont des intermédiaires, nous sommes des intermédiaires aussi. Le bouche à oreille fonctionne aussi et puis ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec certaines ESN se disent: «Ah non, faut pas aller chez un tel, un tel, un tel», faut pas les écouter. Parce que Oui, les non, ESN, elles dépendent des clients qu'elles ont et des clients pas commodes, il y en a aussi. Des managers pas commodes, il y en a aussi pour ça. Ça peut bien se passer ou pas mal se passer. Donc ça s'est mal passé pour un de vos amis ou de vos anciens collègues, il y a un an, c'est pas prédictif que ça passera pas bien pour vous, pour y aller. Donc ça, et puis chacun se fait son avis, dessus. On a vu des ESN qui avaient pas de super cotes se redresser, en 2-3 ans et franchement cartonner aujourd'hui et d'autres qui avaient des super cotes, effectivement être en difficulté aujourd'hui pour des raisons,
économiques, stratégiques, d'actionnariat, de marché aussi pour ça. Parfois, ils ont trop recruté, parfois ils ont pas assez recruté, parfois ils ont des trous dans la raquette et puis, il y a quand même un dénominateur commun, c'est ceux qui nous payent, hein, aussi bien Mickaël que toi que d'autres, sont les clients finaux. À la fin, c'est eux qui effectivement qui reçoivent la douloureuse et c'est ceux-là qu'effectivement sur lesquels il faut en prendre soin et dans le monde du conseil ou des freelances, il faut garder en tête qu'on délivre un service, par rapport à eux et un dénominateur commun, c'est la qualité qu'a, l'intégrateur, l'ESN, avec son client final. Qu'est-ce qu'il fait pour eux, pour ça? Nous sommes des ressources, directes ou indirectes pour ça et souvent il faut questionner effectivement les managers, les directeurs, sur ces projets, de manière comment ça se passe? Est-ce que, ils ont des turnovers qui sont importants? Est-ce que si c'est difficile? Normalement, tous devraient vous dire: «Les projets sont difficiles». Ils sont difficiles pour tout le monde, parce qu'il y a de la friction, parce qu'on est dans un contexte économique qui est tendu, il y a des attentes d'un côté comme de l'autre, et s'ils vous disent: «Tout va bien», c'est que c'est louche. Bah, tu l'as dit, hein, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, si on prend les 50 ESN qui recrutent, je j'aurais tendance à dire qu'elles sont toutes très bien. Mmh, Ce qui ne va pas dans une entreprise, souvent, ça va être un mauvais manager, une personne qui est toxique, mais ça, tu le retrouves dans n'importe quelle entreprise. Donc, en soi, bah, tu retrouves plus facilement sur des sites de commentaires. Alors, tu as eu une mauvaise expérience, bah, tu auras plutôt tendance à l'indiquer. Pas forcément te dire: «Ouais, ça se passe super bien», donc on a plutôt une tendance à aller, critiquer plutôt que te dire: «Bah, ça se passe super bien dans telle entreprise, je suis super content de mon manager, tout se passe très bien». Donc c'est pour ça que je te dis, l'approche directe est aussi un point important quand vous voulez changer, d'entreprise. Demandez tout simplement au RH de dire: «Voilà, dans quel BU je vais être intégré? Est-ce que je peux avoir un référent? Est-ce que je mmh, peux le solliciter?» Si la RH vous donne pas les noms, bah, vous allez tout simplement sur LinkedIn, vous regardez ça et vous essayez de le taguer. Je pense que le premier commercial d'une entreprise, c'est quand même les consultants qui la composent. Donc ils ont plutôt tendance à le dire de façon objective dans le cadre de messages privés. Encore une fois, si c'est dans le message privé, il y a pas forcément la même fonction que quand tu fais sur un réseau social où le critiquer ton entreprise peut aller jusqu'au licenciement. C'est pas du tout mmh, la même approche. Donc je pense qu'il est encore une fois super important de se dire que on reste quand même sur un écosystème où on a une richesse, et c'est le seul, encore une fois, par rapport à du Sage, du Cegid, où on a un écosystème qui vit, en gros, pas en autarcie, mais qui arrive à satisfaire tout le monde. Donc, les clients finaux, mmh, les ESN, les brokers, les influenceurs et tout ce petit monde. Alors, je n'arrive pas à dire que se connaît tous, mais je pense qu'il est super important de se dire que vous pouvez solliciter à n'importe quel moment tout élément de ce maillage-là. On doit tous travailler ensemble, de se dire, je peux comprendre des fois, de se dire, nous, si je prends l'étiquette de KPC, de se dire, oui, un broker, ça coûte de l'argent. Donc, je préférerais aller en approche directe et recruter quelqu'un. mmh, Bah, sauf que des fois, ce quelqu'un, il n'est pas visible et que moi, je ne peux pas passer 10 heures par jour à aller solliciter tous les consultants de la place sur FI, sur CO, sur MM, sur SD et te dire, est-ce que tu es content? Est-ce que tu as envie de rejoindre KPC? Et, et de faire une annonce, c'est envoyer une bouteille à la mer. Donc, c'est de se dire, l'océan, il est beaucoup trop vaste. Et mmh, le taux de réponse, on l'a évoqué en préambule, hein. Là, j'ai fait deux annonces, zéro réponse. mmh. Donc c'est cette confrontation, encore une fois, d'écosystèmes très riches passe nécessairement par les cabinets de recrutement. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises finales, même aussi, hein, si demain je vais toquer, te dire est-ce que vous cherchez quelqu'un, elles vont dire bah non, allez voir plutôt notre cabinet de recrutement qui va faire le filtre. Il y a ça il faut aussi accepter que les candidats ne changent de poste tous les 3 à 5 ans en moyenne, entre la troisième et la cinquième année pour ça. Je parle d'une moyenne sur une courbe de Gauss. Donc leur ouverture au marché, elle est pas importante. Si effectivement on a 18 000 consultants en France et qu'on se réduit, on a peut-être
2000 personnes qui sont à l'écoute du marché aujourd'hui et qui sont prêts à quitter. Après, nous, notre travail d'animateur de marché, de solliciter, de recommander ou autre là-dessus, oui, ça fonctionne le marché. Mais moi, c'est ce que j'appelle le marché caché. C'est-à-dire, effectivement, on se recommande les uns les autres, on se coopte aussi, effectivement, en entreprise. Euh, et de dépasser uniquement les annonces LinkedIn et qu'on voit sur la PEC ou sur Indeed ou sur d'autres supports pour ça. Si tu as pas, la question c'est qu'il faut malgré tout observer ces annonces, les décrypter, voir ce qu'il y a dessus, voir qu'effectivement derrière l'annonce de KPC, bah, il y a Michael Keno, derrière l'annonce de Intel, effectivement il y a d'autres personnes et de dialoguer de dialoguer pour ça. Le deuxième paramètre, et effectivement, je voulais rebondir sur la partie des IA, et elle peut servir aussi bien effectivement pour analyser le marché du recrutement, trouver un job, savoir si ça vaut le coup de partir ou pas, et dans l'usage. Le dernier sondage effectivement que j'ai publié pour les personnes qui sont consultants, enfin qui sont des profils SAP sur l'utilisation des IA dans leur travail. Je posé la question à quel moment du cycle projet ils l'utilisaient le plus. Bon, déjà, on a aujourd'hui 30% qui utilisent des IA pour leur travail. Ça signifie qu'effectivement, vu que Joule est quasiment nulle part, c'est qu'un outil tiers. C'est soit Gemini, soit ChatGPT, soit un outil maison qui est en interne pour ça. Ou hyper spécialisé, comme on a l'occasion de faire du upmeet quand tu veux pas t'embêter à faire des comptes rendus. Exactement, pour ça. Et la quasi-totalité l'utilise dans les phases de design et de conception. Très peu pour le reste, pour la réalisation. Et même pas pour la réalisation, c'est design, conception. Ça signifie que ça rejoint ce que tu disais sur les centres de TMA, les analyses de besoins, les compréhensions besoins sont facilitées ou aidées effectivement avec ces assistants. Et ils le sont en amont aussi, avant que de pour relire, corriger des livrables derrière. Et ça permet effectivement de dépasser ses propres compétences. Moi, j'utilise aussi pour aller plus loin que nos propres connaissances sur le sujet et d'avoir des analyses qui sont plus riches. Souvent, les projets se tendent avec le manager ou se tendent avec les clients dans la compréhension qui peut y avoir. Et donc, à tort à tort ou à raison, on a effectivement, des tensions qui se créent et quand on pose des questions à des candidats: «Pourquoi vous voulez partir?» Bah, parce que sur tel type de projet, des problèmes de communication, voilà, on m'a mis sur le dos effectivement, des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, ou l'inverse, derrière. Il se peut que l'IA soit aussi effectivement un peu l'huile dans les rouages pour que ça se passe mieux aussi sur les projets avec le management. C'est-à-dire que ça sert de tamis, de filtre derrière. Et comme c'est du littéral aujourd'hui, il y a pas mieux pour l'utiliser. Et non seulement on encourage à l'utiliser, à le tester, à voir ce que ça peut donner dessus. Il faut juste vérifier que ce soit en mode anonyme, c'est-à-dire que les données ne soient pas utilisées dans le corpus de GPT ou de Gemini derrière. Et c'est la même chose effectivement pour les offres d'emploi et de se dire: «Tiens, je prends l'annonce effectivement de Michael qui est publiée, je la colle dans mon chat GPT», c'est public, hein, là-dessus on peut passer en mode normal. Je colle mon CV en virant ses coordonnées, et je demande à ChatGPT: «Dis-moi ce que tu en penses». Question ouverte. La surprise, c'est qu'il y aura une réponse et la surprise, c'est que ChatGPT va poser des questions par la suite et par itération se dire: «Est-ce que c'est un bon plan ou pas?» Et à la fin, il y aura, bah, voilà les 3 questions qu'il faut poser à Michael pour savoir si avant de postuler, si j'y vais ou j'y vais pas. Donc c'est un super assistant effectivement à l'échelle individuelle. Ensuite, c'est de demander: «J'ai un poste dans telle société», de dire: «Bah, fais des recherches sur le web, dis-moi effectivement ton avis, est-ce que c'est un bon plan ou pas? Est-ce qu'il y a des plus, il y a des moins? Quelle est la notoriété? Quels sont les clients finaux sur lesquels ils travaillent en général? Est-ce que je vais me retrouver chez Engie? Est-ce que je vais me retrouver chez Vinci?» Parce qu'à peu près les ESN ont à peu près des chasses gardées effectivement là-dessus. Ça passe de l'un à l'autre, mais c'est sur des durées de 3 ans, où j'ai des chances d'être projeté, derrière. Donne-moi ton avis et ça donne des avis pour ça et c'est plutôt bien foutu et c'est plutôt juste pour ça. On peut aller loin jusqu'à une étude qu'on a fait d'un freelance SAP FICO qui a fait une étude de marché. Il était freelance depuis 10 ans, spécialisé sur SEO, et il se posait la question de revenir en CDI. Donc l'étude comparative a été faite avec la partie Deep Research. Il y a 10 pages qui ont été publiées. Je les ai consultées. J'ai le prompt original. On l'a même amélioré. C'est bluffant. C'est juste à 90%.
derrière, avec les TJM, tout y était. Le pourquoi du comment, quelle techno il fallait apprendre, quelle certification il fallait faire. Il y avait quasiment une roadmap de montée en compétences pour éviter d'être obsolète sur les 3 prochaines années pour quelqu'un qui avait fait que du CO ECC6 depuis 15 ans pour ça. Mais ça allait loin, hein, pour ça. Donc c'est un super outil à utiliser sparring partner pour ça. Mais il s'utilise aussi en interne, sur les projets, et plutôt que d'aller, se friter avec, son manager ou autre là-dessus, passez-le au tamis. En général, ça apaise les choses ou autre, et ça permet de mieux reformuler les choses, et d'avoir un avis tiers, complètement neutre. Ouais. On sait aujourd'hui que le premier usage de ChatGPT dans le monde aujourd'hui, c'est de l'utiliser comme un psy. Ça, c'est surprenant, mais c'est comme ça parce qu'effectivement c'est neutre et c'est un confident, voilà, pas un psy, mais un confident, et pour, évoluer dans le marché SAP, ça peut être un premier tamis, un premier filtre pour savoir si on postule ou pas, ou alors on pré-postule, c'est-à-dire qu'on pose des questions avant de postuler. Bon. Alors, moi, je l'ai dit, ce point qui était important, c'est moi j'ai opté pour la solution payante. Donc j'ai Mmh. Gemini AI, Mmh. je l'utilise tout le temps. Moi, alors, quand je dis tout le temps, c'est par exemple, tu as un appel d'offres. Tu te dis, bon, tu as regardé, tu as 500 pages à te bouffer sur ce que veut le client. Bah, tu le fous dans l'IA, tu lui dis, voilà, est-ce que tu peux me faire un petit débriefing? Ça te donne une synthèse. Après, tu vas un peu plus loin, tu dis, bon, est-ce que tu penses que tout ça, c'est du standard SAP? Tu essayes de Mmh. voir, il va te dire un chiffre, 80% c'est du standard, et il va peut-être t'alerter, te dire, ah, attention, ça me paraît pas clair tout ça. Bah là, tout de suite, tu vas te dire, ok, ça, c'est sur les points super importants que je vais devoir voir avec le client, parce que déjà, si l'IA n'arrive pas à comprendre ça, c'est qu'il y a un loup. Donc, Mmh. je fais ça. Demain, tu as une fiche de conception détaillée. Pareil, tu te fais ta fiche de conception, tu la passes dans l'IA. Tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Il va te donner une restitution. Il va peut-être te dire, ah bah tiens, je sais pas, tu as fait ça, ça me semble pas clair. Pareil, c'est de se dire, c'est toujours plutôt comme ça peut l'utiliser. Hein. Tu es dans une voiture, tu as un copilote. Tu peux conduire toujours tout seul, mais tu iras plus vite avec ton copilote qui va te dire, ouais, fais attention, tu as un virage. Ou fais attention, là, il y a un bouchon. Là, il faut le voir vraiment comme ça, comme un GPS, un assistant, Mmh. un Mmh. copilote, et de l'utiliser au quotidien. C'est pas de se dire, ah bah, bon, j'en ai pas besoin. Mais non, utilisez-le, de toute façon, elle est là. Au C'est pire, vous en tenez pas compte. Oui, c'est ça. En plus, alors déjà le dollar il baisse, donc on est à 17 $. Donc ça, faut en profiter, pour une fois, ça nous arrange. Heu, voilà, aujourd'hui, si les réponses conviennent, bah, tant mieux, c'est que du plus. Si ça convient pas, bah, tant pis. C'est pas pour le temps de la recherche, de l'intégration du document ou du prompt qu'on aura refait peut-être 2 fois pour trouver une réponse, satisfaisante, derrière. C'est tellement rapide, tellement efficace, que ça en qu'au quotidien, c'est un vrai assistant. Ensuite, il y a une logique qui peut être, derrière. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est copier-coller les réponses et les envoyer, pour un client, ou un enfin voilà, ou un collègue, Et derrière. Parce que ça, effectivement, ça se voit, quoi, et on n'aime pas trop recevoir effectivement des trucs prémâchés par Gemini ou GPT, derrière. On reconnaît le phrasé, quoi, pour ça. Mais comme grille de lecture, c'est extraordinaire ce que l'on peut faire avec. Nous, en tant que recruteurs, on a des POC qui sont en test, chez nous, mais à partir du CV et d'une offre d'emploi, on peut se projeter à 3 ans sur la carrière du compétence. On a intégré un radar de l'obsolescence des technologies SAP, techniques, ABAP, pour ça, entre ce qui va disparaître dans le temps ou autre là-dessus, et comment un ABAPeur, old school peut, rattraper en 18 mois, et être dans le premier quartile des compétences qu'il a dessus. C'est impossible intellectuellement à faire pour ça. Il y a une masse de données qui est colossale pour ça, et ça pond effectivement une roadmap sur 2 pages. On les a fait valider effectivement à des experts ABAP dessus. Ils me disent: «C'est juste, tout est juste dessus. Voilà la roadmap qu'il faut faire pour pouvoir rattraper quelqu'un qui serait en retard en tant qu'ABAPeur, transactionnel, et qu'il passe sur du Fiori, du CDS, du BTP, enfin toutes les nouvelles technos, dessus, sans se coltiner le SAP Up-Learning, qui est une galaxie de formation, et il faut quasiment, faire une changer formation pour aller sur le site. pour l'utiliser. Et là, il y a les 4 sujets à faire, une certif, pas plus, avec un objectif, derrière. Et en plus, on le confronte aux besoins du marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un marché en face pour ça, offre d'emploi en CDI ou autre? Donc il ne faut pas aller chercher le truc, je veux, être up to date sur la actualité. Non, est-ce que moi ce que je veux, c'est être employable en CDI, bien payé, ou avoir un TJM, sympa pour ça. Qu'est-ce que je dois faire sans faire 300 heures de formation ou autre derrière? Et là, on a regardé, et en plus on a et donc c'est en ligne, faudrait que je
pourrait vous publier effectivement le site. Ça prend un peu de temps, effectivement, pour le mettre en place. Le prompt, on les a, vous pouvez nous consulter, dessus. Ça fonctionne bien sur la vapeur parce qu'on a la cartographie de l'obsolescence programmée par SAP, dessus. On réfléchit à le faire sur la partie FICO et SDMM, c'est un peu plus touchy parce qu'effectivement, il y a aussi des choses qui arrivent entre ECC6 et S/4HANA, mais le Là, je radar parle le radar contexte. le radar, on l'a pas encore, donc ça il faudrait le fabriquer, dessus. On peut le scaler, ou autre dessus, mais en un laps de temps assez court, on pourrait vous dire: «Bah, voilà, vous êtes en risque sur telle compétence, là, vous êtes en avance, attention, là, il faut rattraper». Donc prendre contact effectivement avec cette roadmap, avec son régisseur de formation ou son manager en disant: «Bah, voilà, je veux faire ça, ça, ça et ça», et pas juste, descendre le catalogue des formations, classiques. Parce que former, ça prend du temps, c'est du bachotage, c'est la mémorisation, il faut réussir les certifs là-dessus, et puis pourquoi faire? Nous, on est des adultes, hein, on n'est pas des enfants, donc effectivement, on apprend, s'il y a une carotte, au bout, ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai fait avec mon association, c'est relativement simple. On sait à peu près sur la partie logistique et sur la partie finance, il y a à peu près 200 scope items, etc. Mmh, Moi, je les nourris avec mes scope items. Donc, je dis à l'IA, tu es un utilisateur, tu as 3 mois, tu as 6 mois, tu as 12 mois. Donne-moi un plan de formation en mmh, intégrant les 200 scope items suivants avec un focus peut-être sur les achats, que sur les appros, que sur la partie IWM, sur la partie FI, CO. Et ça me restitue quand même un planning de formation plutôt mmh, orienté pratico-pratique mmh, avec, alors, sur une semaine ce que tu dois faire, sur 2 semaines ce que tu dois faire. Tu intègres après le nombre d'heures, tu dis voilà, avec un 35 heures par semaine, full time, faire ça. Voilà ta marge de progression. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quel poste que vous êtes, tu dis voilà, mon objectif à 3 ans, à 5 ans, c'est de passer key user, consultant, consultant confirmé, senior, expert. Qu'est-ce que je dois me mettre en place avec l'aide de l'IA pour pas juste du bachotage. Moi, je suis plutôt orienté très pratico-pratique. Est-ce que je suis, comme tu l'as dit, en risque? Je mmh, pense savoir tout simplement sur OCC, je connais tout et même. Bah, essayez avec l'IA pour voir si vous êtes mis en défaut. mmh, Et je pense que ça peut être un bon exercice parce que le scope item, et c'est ce qu'on doit faire dans les workshops. Donc à partir du moment où vous êtes en mesure de faire par comparaison et de dérouler des processus et de se dire je suis à l'aise ou je ne suis pas à l'aise parce que je suis obligé de regarder tout le temps le scope item parce que je n'arrive pas à dérouler un processus, vous aurez encore la même complexité en atelier lorsque le client mmh, va vous sortir son processus et que dans la SAP Activate, on fonctionne uniquement par écart. C'est que vous déroulez le processus avec le client, vous lui expliquez ça, vous devez vous adapter, enfin adopter la solution et vous adapter. C'est pas SAP qui s'adapte. Je pense que c'est toujours aussi important de le redire, hein, c'est Adobe et Adapt dans le cloud. C'est toujours le client qui s'adapte. Pourquoi? Parce que si on standard, bah, le client, il aura tout intérêt à y passer parce qu'il aura moins de frais de maintenance. Mais mmh. encore une fois, l'IA peut être un vrai parcours, enfin peut vraiment vous structurer dans votre montée en puissance sur du S4. Bien sûr, il faut la nourrir, hein. C'est pas juste en mettant un prompt, sors-moi un plan de formation. C'est vrai que si vous sortez ça, bah, ça va être très générique, Mmh. avec des scope items qui sont pas les bons. Et voilà, c'est du conversationnel. Donc, au même titre que vous poseriez la. Je pense que c'est ça le. Faites comme si vous parliez à un consultant. Donc, orientez vos questions quand vous parliez à un vrai humain, à un formateur, et de lui dire, bah voilà, j'ai lu qu'il fallait faire le scope item un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Est-ce que il faut par exemple 3 mois pour le digérer et il va être capable de vous restituer quelque chose. Alors, pas à la maille fine, hein, il ne va pas vous dire il faut que tu passes 7 heures sur ce scope item pour que ça fonctionne, mais sur un horizon 3 à 6 mois, je pense que les résultats sont probants. Un expert, il sera pas dans la même approche, mais pour une personne qui est vraiment intermédiaire, qui veut vraiment en fait dépasser et se dire après en entreprise, mon challenge, sortir de mon précaré parce qu'on a toujours évoqué je vais ailleurs, mais vous pouvez très bien vous challenger vous-même dans votre propre SN pour dire voilà aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller sur du projet. Mmh. La TMA, ça fait 5 ans que j'en mange, je veux faire autre chose. Bah, on ne va pas vous mettre sur un projet alors que vous avez fait que de la TMA et que vous connaissez que partiellement un module parce que quoi qu'on en dise, la MS-TMA, vous ne voyez qu'une partie de ce qu'on Mmh. peut faire. Oui, mais on est dans le, je suis en phase avec toi, et notamment que ce soit Gemini ou OpenAI, il faut ouvrir, un projet
skills SAP. Voilà, pour ça. Raconter, ce qui a été fait dans la semaine ou le dernier mois, ne serait-ce pour qu'ils le stockent. Parce que souvent, nous, on pose des questions à des candidats: «Est-ce que le CV est à jour?» Donc ils rajoutent effectivement parfois les 2 ou 3 dernières années et ça va tenir sur 3-4 lignes ou autre, derrière. C'est bien, mais c'est pas suffisant. En 3-4 années, il y a eu des phases projets différentes qui ont été faites pour ça, des contextes projets et donc alimenter effectivement régulièrement son GP, enfin son IA, propre en se disant: «Bah, voilà, j'ai travaillé là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis en risque, pas en risque?» Ça, c'est une question, pas si on veut changer de poste ou alors est-ce qu'il y a des sujets que je devrais approfondir pour ça? Et puis au bout de 3 à 6 mois, le jour où il est bien de mettre à jour son CV, c'est simple, vous filez le CV en disant: «Actualise mes 6 derniers mois». Il va vous faire une proposition, vous regardez si ça tient la route, ça sera plutôt bien explicité, ou autre, derrière et il y aura pas d'oubli pour ça. Et ensuite effectivement, comme tu dis, une alimentation régulière et une interaction qu'il y a entre les 2 et d'ouvrir effectivement des possibilités de se dire: «Bah, voilà, est-ce que je m'enferme sur de la maintenance et je continue à faire ça très bien, je peux monter en compétences, derrière, mais si je veux faire du projet, bon, bah, si je veux faire du projet, où est-ce que ça va coincer? Qu'est-ce qui me manque dans l'histoire? C'est quoi le gap analysis entre les compétences qui sont dédiées à la TMA et à la gestion des tickets, ni plus ni moins, et des tickets 1, 2, 3, 4, hein, qui sont parfois des mini-projets entre eux, ou alors comment je vais le présenter? Parce que certains me disent: «Bah, je suis sur une TMA», mais dedans il y a des mini-projets et parfois il y a des mini-projets qui durent 3 mois pour ça sur des grosses TMA ou autres. C'est-à-dire c'est quasiment un projet complet dans une PME, l'équivalent. Mais sur le CV, il y a marqué AMS TMA. Donc en perception, il y a un sujet. Peut-être que ce projet qui a duré 3 à 4 mois, en mode TMA, il est à expliciter dans le CV pour donner déjà envie qu'on vous rencontre, enfin que le client vous rencontre et le deuxième, et justement, mieux le présenter en entretien. Parce qu'il y a un zoom qui a été fait, dessus et on sait que certaines TMA, ce sont des vrais projets qui sont dedans, pour ça. Certains intégrateurs sur les phases de TMA, enfin sur des pôles, je dirais, font des conversions à ISO fonctionnalité, entre ECC6 et S/4HANA. C'est un projet. Mais on parle de marketing du CV, on ne le voit pas. On n'est pas à Mirma, on ne peut pas le savoir ce qu'il y a derrière. Donc soit il faut penser à le faire, parce que on a écouté aujourd'hui et Mickaël aussi, soit utiliser l'IA qui va vous aiguiller en disant: «Mais explicite cette partie-là parce que votre objectif c'est de faire du projet». Et à ce moment-là, bah, il y aura le zoom et le déclenchement va se faire, le manager va vous rencontrer ou le responsable va vous rencontrer en disant et la porte d'entrée, ça sera ce projet qui a été fait en mode TMA et peut-être que là, effectivement, la marche va passer pour passer sur des projets. Mais au départ, c'est une question de perception et aujourd'hui, c'est soit l'annonce qui est pas terrible, soit les CV qui ont ses limites aussi. Ouais. Moi, je reste toujours réservé sur le old school et de toujours envoyer son CV sous format Word. On s'y plie, mais c'est assez réducteur. Je pense que LinkedIn permet de mettre plus d'informations. Demain, pourquoi pas faire des vidéos. Je suis en train de regarder pour essayer plutôt de faire une vidéo avec le CV, tu vois, un peu différent. Donc, quand même, format TikTok. Tiens. Mmh. Il y a des manières de se démarquer, c'est sûr, pour ça. Nous, recruteurs, on se pose des questions. Le recrutement sans CV n'est pas impossible. Il y a des IA qui savent le faire. Elles sont toutes nouvelles, mais effectivement, c'est quelque chose qui commence à arriver. Ensuite, moi, je pense au dialogue, aux échanges, comme dit Michael, les personnes, si on les sollicite, même des DSI, même des super responsables de grosses boîtes répondent quand on les interroge sur certains sujets ou autres dessus. Ils partagent les informations. L'écosystème SAP est un écosystème qui fonctionne bien, qui est bien payé, qui est ouvert plus qu'on ne le pense. Les personnes aiment parler là-dessus. L'USF, c'est extraordinaire ce qui s'y passe pour ceux qui y vont. Il n'y a pas assez d'événements. L'USF, effectivement, est un lieu physique, effectivement, avec des ateliers Une fois pour ça. par an, mais Mais c'est des personnes qui dialoguent entre elles, qui partagent l'information, qui ont plein de rétex à faire sur des trucs, sur des projets qui ont marché, qui n'ont pas marché, qui ont craché, ou alors effectivement qui ont été pliés, ou même qui ont été des super succès dessus. Ce sont des mines d'or qui sont incroyables. Et sachant que SAP ne fonctionne que dans un contexte. Et ce contexte, c'est parfois le plus important que le RP lui-même. À la fin,
Ce sera des hommes et des femmes qui effectivement qui vont le mettre en œuvre et le faire évoluer. Après, il faut bosser avec des personnes qui sont sympas. Ça, c'est effectivement ça, c'est sympa au sens professionnel derrière. C'est super important aujourd'hui. Quitte à perdre un peu du confort que l'on peut avoir ou des avantages que l'on peut avoir. Aujourd'hui, nous, on privilégie de bosser avec des personnes avec qui on s'entend bien. Parce que le travail asynchrone, il facilite pas les choses, parce que les projets sont plus tendus aussi, et qu'il faut des super bonnes communications là-dessus. Après, moi, je suis un peu radical là-dessus. Si on ne s'entend pas avec un N+1, N+2, on ne les changera pas de toute manière pour commencer. Bah, il faut regarder ailleurs. Il faut contacter Michael en disant: «Bah, voilà, j'ai un souci, j'ai mon sujet, c'est ça. J'ai pas envie de déprimer, j'ai pas envie de faire un burn-out, j'ai envie de voir autre chose pour ça» et des projets, il y en a, hein, c'est pas ce qui manque, hein, tu sais. Mais qu'importe dans la vie, hein, partez toujours du principe que si vous n'êtes pas bien au travail, ça vous pourrira la santé. Donc partez. Mmh. Le manager, lui, il restera. Hein, donc, j'allais dire, c'est bête à dire, mais on est dans un écosystème qui, vous avez juste à traverser la rue pour nous reprendre, Ouais. paraphraser notre cher président. Il y a vraiment de l'autre côté de la rue, il y a des opportunités. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup et ça représente pour un cadre entre 40 et 50 heures de travail par semaine, plus à gamberger avant et après, plus le week-end ou autre là-dessus. Donc ça bouffe quasiment la totalité effectivement de la semaine là-dessus. Et se faire du mouron, enfin voilà, être inquiet, être en insécurité professionnelle ou autre là-dessus. Non, et aujourd'hui, il y a des boulevards qui sont en France, il n'y a pas de scrupules en France ou à l'étranger, hein. Il n'y a pas de scrupules à avoir, à aller discuter effectivement avec la boutique qui est en face et voir comment ça se passe. Non, 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 il y a on sait qu'aujourd'hui, c'est 20 effectivement des personnes qui partent parce qu'ils s'entendent pas avec le management pour ça. Les 20 autres pourcents, c'est effectivement, c'est que les projets, c'est bof à l'instant T, là-dessus, ou ils sont en fin de vie, ou c'est la fin, ou ils vont pas démarrer avant des lustres pour ça. Donc il faut s'engager effectivement à dialoguer, dépasser les annonces, dépasser effectivement ce qui est écrit, dialoguer, se sourcer, parler, se faire son propre avis ou autre derrière. Ne pas enchaîner 4 entretiens par semaine, hein, c'est trop, hein. Il ne s'agit pas de faire ça ou autre, ça fatigue, et ça a pas toujours d'intérêt ou autre, mais contacter les 2-3 bonnes boutiques de recrutement qu'il y a en France, parler à 1 ou 2 intégrateurs pour avoir un avis, parler à 1 ou 2 clients, vous aurez fait le tour du marché. Ça va faire 80 de l'état d'esprit, des potentialités qui sont ouverts aujourd'hui. Il y avait des questions, si tu veux tu as pu regarder, auxquelles on pourrait répondre peut-être? Ouais, sauf que, génial, l'heure est passée. Elle a passé en plus? Bon, moi je vois pas. Est-ce qu'il y Non, a un sujet? c'est plus un question, mais je pense qu'on peut y répondre en 1 minute. Est-ce que Joule pourra interroger les specs ou elle restera sur le standard SAP? Bah, comme toute intelligence artificielle, vous lui passerez une spécification, tout dépend ce qu'il y a dedans, c'est est-ce qu'il faut la remettre en page, est-ce qu'il va vous orienter plutôt sur les fonctionnalités que SAP propose sur la BTP ou autre. Voilà ce que fera Joule. Il fera une revue de code, il vous proposera des alternatives dans le standard SAP ou sur le dire qu'il n'existe pas de standard SAP, qu'il faut nécessairement aller sur la BTP. Voilà, encore une fois, c'est tout dépend ce que vous demandez à Joule, hein, c'est la qualité du prompt. Mmh. Donc Joule, c'est une intelligence artificielle, il l'orientera nécessairement peut-être sur le standard, et c'est pas sûr, mais tout dépend le prompt que vous avez demandé à Joule. Donc voilà, questionnez correctement Joule et vous aurez la réponse que vous voudrez. Mmh. Mais on fera des démos plus tard. Hein. Nous, on est en train chez KPC de l'installer sur nos machines, donc je serai en mesure de vous faire un Rex sur ce sujet-là. Bah, ça Donc voilà. c'est clair, il y a une très, très grande attente sur ce sujet. Il y a peu de personnes qui l'ont vu en prod, enfin tourner Bah, là-dessus. ça sera, ça sera bientôt. Quelques vidéos qui tournent chez des Indiens effectivement qui le montrent, mais plutôt techniques pour voir comment utiliser là-dessus pour soit corriger du code, soit en sortir, soit faire du technico-fonctionnel avec pour ça. Mais il y a très, très peu, c'est une super initiative parce qu'il y a très peu et il y a une énorme attente à savoir à quoi ça ressemble, comment ça s'utilise, quelles sont les limites, de l'outil et comment ça peut s'intégrer effectivement dans les pratiques, quotidiennes. Ouais. Dans ce cas-là, on fera dans ce cas-là un vrai focus sur l'IA et quand on aura des modèles de démo, et je ferai de toute façon, il sera disponible sur la chaîne YouTube, mais avec vraiment le côté utilisateur, pas côté abatteur. Vraiment, je sais pas, au customer service, un approvisionneur, je suis en production. Mmh. Qu'est-ce que vraiment va m'apporter l'IA? Encore une fois, l'IA, ça sera dans le cloud. Hein. Vous êtes sur on-prem, vous oubliez.
point important. Bon. Merci à tous. De toute façon, nous, on se revoit au mois d'août, hein, Alexandre, je crois, maintenant là. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis, merci. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. on est là pour répondre à toutes vos questions. Et si on n'a pas le temps, prochain rendez-vous mois d'août, on évoquera tous les points qui sont restés en suspens. Merci à tous et à très bientôt.